que rapidement, peut-être, vous pouvez introduire, je sais pas, l'un des quatre, pitcher très rapidement, voilà, en quelques mots, si vous deviez résumer le projet, l'esprit, etc., avant que je le passe du coup en plein écran. Notre projet, c'est Forgotten Skies, donc c'est une expérience web un peu didactique et poétique. Et en fait, là-dessus, l'idée, c'est d'inviter l'utilisateur à littéralement naviguer sur la voûte céleste des étoiles, mais de d'autres civilisations, c'est-à-dire de voir comment les civilisations du passé, l'égyptienne et tout ça, amérindien, voyaient les étoiles et comment ça dictait le quotidien, les mythes qui se sont écrits avec ces étoiles. Et donc, voilà, c'est un projet qui est à la fois didactique, à la fois un peu immersif, C'est ça. poétique. Moi, je dirais vraiment en 3 mots, c'est un documentaire immersif et onirique. Ok, Vraiment, d'accord. c'est vraiment les 3 mots qu'on a utilisés pour une direction. Ok. Un Vous, peu. vous aviez déjà je vais pas trop rentrer en détail, mais vous aviez déjà des directives ou sur la thématique ou c'était vraiment en mode free. Donc on rappelle, c'était votre projet de fin d'études, donc pour vous permettre de valider en fait votre diplôme, c'est ça. Ouais. Et du coup, vous aviez des directives ou des contraintes par rapport à ça ou vraiment c'était freestyle? Aucune contrainte. Ouais, juste, enfin, faut que ce soit un proto dev et, enfin, viable, quoi. Et Ouais. là, c'est une partie d'un site qu'on aurait imaginé beaucoup plus grand, donc qui demanderait peut-être 9 fois, enfin, 10 fois plus de travail, je pense, pour être fini. Et c'est, voilà, un dev, un proto technique qui marche, fonctionnel. Ça a commencé, je pense, par une bonne partie de brainstorming, chacun de notre côté aussi, parce qu'on ne savait pas spécialement avec qui bosser au départ, hein. Ok. Donc, chacun de notre coin, on voulait parler de la mythologie. Et surtout, on voulait faire de la grosse 3D. On voulait vraiment obtenir de l'expérience sur vraiment un projet, pousser un peu le truc. Savoir, voilà, vraiment se retrouver dans une équipe où on peut pousser la 3D, pousser des process, un workflow ensemble et voir ce que ça pouvait donner. Ok. Donc on avait un peu ces 2 points, voilà. La mythologie, on avait d'autres idées qu'on avait auxquelles on avait réfléchi. Donc la cryptozoologie, par exemple, où, Ok. Tu peux m'en dire plus parce que là, je t'avoue que je suis pas cryptozoologiste et j'avoue que... la cryptozoologie, ça va être l'étude des animaux dont on ne sait pas s'ils existent réellement. Ok, Typiquement, c'est le monstre du Loch Ness. d'accord. Tiens. Ouais, Et Bigfoot, voilà, ce Ok. genre de choses. Et genre le dragon d'Harry Potter, ça rentre dedans ou pas forcément? Ouais, en quelque sorte, les créatures d'Harry Potter, on peut considérer ça là-dedans. Dans la cryptozoologie, tu as tout plein de catégories. Ok, Mais du coup, c'est quelque chose, voilà, on voulait quand même faire quelque chose sur de l'imaginaire, sur du mythe, en quelque sorte, ouais, sur mythe et légende, côté science aussi avec l'espace. Du coup, on a fini par se retrouver sur un sujet comme celui-ci. d'accord. Ok. Voilà. Juste une question là, tant que j'y suis. Vous aviez fait toutes les civilisations ou disons pour le projet, vous êtes cantonné déjà à finir la partie égyptienne? Alors en fait, effectivement, on avait identifié les 9 civilisations en fait, dans nos recherches. On a fait pas mal de recherches. Forcément, c'est un sujet qui est assez vaste et en même temps, c'est à la fois de l'archéologie et de l'astronomie, donc c'est de l'archéoastronomie en fait. Ouais, Et, il y a beaucoup de choses à trouver dans des papiers universitaires. Et on avait trouvé un peu 9 civilisations à développer. Et on s'est dit, on va en faire 2, ça serait bien. Au final, ouais. avec le temps, le projet a duré une dizaine de semaines, il me semble. On a eu le temps d'en faire qu'une seule. On s'est dit, on en fait une super bien. Et c'est déjà pas mal. L'idée d'avoir, voilà, de naviguer sur la voûte céleste, c'est une idée qui nous a vraiment saisi dès le départ. Du Ok, coup, voilà, dès le départ, dès qu'on avait l'idée de mythes et légendes dans les cieux, voilà, on s'est dit qu'il n'y avait pas plus onérique qu'en fait qu'un bateau qui navigue sur la voûte céleste. À partir de ça, on a réfléchi à la narration, à comment on allait apporter ça, à comment on allait intéresser les gens, parce qu'en fait, on est mhm, sur un travail documentaire. Donc, il va être question d'apporter quelque chose d'intéressant par le médium du web. Là, ok. on est sur du web, donc il y a tout ce côté interactif qui est nécessaire à apporter. Donc, il y a aussi un côté narratif euh, qui pouvait supporter le principe de ces histoires, de ces mythes et légendes. Ouais, bah, attends, on va passer peut-être rapidement dessus, mais c'était quand on parlait sur la jeunesse du projet. Bon, on a quand même, on a fait du benchmark, enfin, voir ce qui se faisait à côté et trouver des inspi, soit sur des modes de fonctionnement, soit sur enfin, même, là, c'est des super experts, hein, The Witcher, Netflix et Wayfinder, ONF, franchement, tuerie. Et Finder, on a beaucoup. c'est, C'est surtout sur le côté exploratoire
Enfin, pour résoudre les problèmes UX ouais. avec Sauf l'idée de erreur la de ma... boussole. C'est un truc qui a été fait par Matt Deslauriers, ça, non? Je me trompe pas? Ouais, exactement. Quasi certain, parce qu'il me semble que je l'avais présenté sur une émission. Je vais le chercher. Mais vas-y, continue, pardon. D'autres, Make Me Pulse, sans surprise. Euh, et d'autres sites avec des micro-interactions. Donc, on n'a pas vu forcément le proto là qu'on a montré, mais on avait toute une idée de faire des interactions à certains moments de l'histoire. Il y avait tout le côté documentaire qui est très intéressant dans le projet Journey to Earth-Otheron. Et c'était un peu l'idée d'avoir quelque chose qui soit documentaire et interactif comme ce site-là. Et bon, après, Nomadic Tribe, c'est un peu le truc qu'on place un peu partout, parce que bon, c'est un truc qui a vraiment donné une forme, une direction au web depuis assez intensément, on va dire. Et en termes d'onirisme et d'interaction, il n'y a pas forcément mieux dans le milieu. Donc c'était un peu la direction qu'on a prise. Du coup, comme tu parlais tout à l'heure là, ces couleurs un peu bleu, violet, il y avait cette idée là qui était ressortie dans le moodboard, parce que bon voilà, en termes de visuel, l'espace un peu onirique, c'est ça qui nous faisait ressortir. Et il y avait cette idée aussi là, on voit un peu une sorte de fluide cosmique qu'on mettait un peu sur On va naviguer. Il y en a eu, on a benché un peu des inspi qui a donné après ensuite des traits dans la voûte, les petites bagues et tout. Donc, on avait vu aussi, on s'était maté aussi un épisode de Love, Death and Robots. Ah oui, très belle ref. Incroyable, je crois que c'est la première saison qui a un épisode où tu es vraiment dans des créatures qui s'éveillent la nuit, des créatures très onériques qui s'éveillent la nuit. Ah oui. L'épisode s'appelle Fish Nights, et Fish genre Nights. il est vraiment incroyable. Je crois que c'est un de mes épisodes préférés de la première saison. Ok, attends, je partage ça. Ouais, c'est ce truc avec Ok. ce mélange de mer et d'air, C'est ça. l'atmosphère qui se transforme en océan, quoi. Ok, mais j'avoue, ça fait 1 million de fois que je me dis il faut absolument que j'aille. Tout le monde m'en a dit que du bien de cette série, c'est hyper inspirant apparemment, et voilà, bon, je l'ai pas encore fait, mais ça a l'air vraiment très très cool en tout cas. Ouais, dingue. Ouais, merci. Ok. Une bonne ref. Voilà. Et du coup, Après, les... c'est vrai qu'aussi dans mes aspirations, on avait beaucoup les cartes célestes dorées, un peu comme ça, là, donc, qu'on trouvait très belles, qu'on trouvait aussi souvent pour représenter le ciel, et on s'est dit, bon, avec ces formes un peu ésotériques, un peu gravure et tout, donc on aimait bien pouvoir ajouter ça à la 3D. Enfin, on trouvait que c'était un bon match-up. Comme si on était dans le passé encore. Pas aussi loin que les civilisations dans lesquelles on parle, mais un peu cette idée de truc un peu ancien. Je pense qu'on peut passer, parce que vous les voyez. Ouais. C'était pour la super... Ouais, il y avait cette idée qu'on aimait bien, en fait, d'avoir un objet réellement physique qui soit un peu le lien entre le monde onérique et un petit objet qu'on peut vraiment manipuler. C'était un élément d'interaction qui était intéressant. Ouais, pour nos menus, du coup, c'est nos menus qui ressemblent beaucoup à des sphères minières. Ouais. C'est ce qui est devenu le truc avec On a le motion, je crois, quelque part du. Ouais, plus loin. C'est pour ça qu'il faut passer un peu les slides, parce que là. Attends, là, c'est la voix off. Peut-être qu'on en dit un mot de la voix off. Ouais, de ouf. Remarquez, ce qui est assez cool aussi, enfin, qu'on a kiffé dans ce projet, c'est qu'on a pu mettre beaucoup de soins au son aussi. Donc, on a composé la musique nous-mêmes. Et on a pu enregistrer une voix off professionnelle, donc ça fait vraiment, vraiment les projets étudiants avec des voix off professionnelles, ça commence à avoir un nouveau level, tu vois. Ah, game changer, ouais. Et ouais, Paul Bandet, qu'on remercie. Mais ouais, il a vraiment une voix incroyable. Enfin, ça, je trouve que ça prend au trip vraiment, et ça match très bien avec le côté onirique et avant. Enfin, ouais. De l'aventure. Puis il l'a fait aussi en français, donc il y a une version anglaise-française. Bon, la version anglaise, évidemment, est mieux vu que c'est un acteur anglophone. Et ouais, donc la voix off a une part assez importante dans l'expérience, qu'elle guide vraiment l'utilisateur, elle raconte toutes les histoires. C'est important que cette part soit captivante aussi, hein. C'est nécessaire, et on a eu la chance du coup d'avoir une personne avec ce ton de voix et cette qualité de voice acting qui est franchement, c'est rare d'avoir accès à ça, alors on était juste étudiant, on n'a pas d'argent à mettre réellement dans
dans ce truc-là. Ouais, c'est super cool. Alors, on avait proposé une enveloppe un peu dérisoire, mais en tant qu'étudiant, quoi, on dit, on peut vous mettre jusqu'au temps. Ouais, Et après, c'est lui qui a décidé que voilà, que non, quoi. l'enveloppe a été trop dérisoire, quoi, donc vaut mieux le faire. Ok, ok, C'était ok. un truc symbolique, mais c'est. Oui, voilà, c'était pour le geste de dire on reconnaît que c'est un travail de malade, enfin, qui Ouais. demande une rémunération, quoi. Enfin, La petite sphère armilière qui a permis d'inspirer voilà, lui et un motion qui a été du coup donné à Aurélien pour une animation. C'est un des seuls motion que les designers ont eu le temps de fournir pour nous donner des références. Parce qu'en fait, vu le timing serré, on n'a pas pu avoir beaucoup de références réelles. Et du coup, en termes de références réelles, d'idées, qui nous a permis un peu de bosser, nous, entre nous, pour s'ajuster là-dessus. Il y a aussi celle-ci de la sphère, voilà, Ouais. qu'on avait. C'est un peu 4 étapes là, ouais, du concept art en haut à gauche, en haut à gauche, après un peu des tests en 3D sur nos logiciels à nous, donc c'est Cinema 4D et Blender. Surtout Blender finalement. Et pour un peu se rendre compte, avant même que les développeurs puissent produire cette sphère qui est quand même assez compliquée à concevoir en web, se projeter de comment les textures allaient être appliquées, comment ça allait bouger, parce que ça devient vite assez lourd. Et on voulait un système de balai de lignes comme ça. Bon, finalement, c'est devenu autre chose, mais ouais. c'était un premier touch and feel, enfin, voir que ça donnait quoi, comment on allait faire notre idée, sans forcément passer au développement tout de suite. Ouais. En plus, techniquement, une sphère, c'est compliqué justement à mapper et à gérer donc avec toutes les textures, avec tous les détails qu'on veut avoir. Donc, c'était nécessaire pour nous, en tant que développeurs, de ne pas juste se baser sur des discussions, sur des schémas, des palettes de couleurs, etc., d'avoir vraiment une petite idée de l'intention créative, même si du coup, à reproduire, c'est très compliqué pour les designers de créer leur truc, je sais pas, sur Blender ou quoi que ce soit, et que disent, je veux exactement ça. Au moins avoir une idée pour que nous, on puisse continuer. Et vu que, en réalité, je pense que vous avez vraiment eu une charge de travail qui était vraiment énorme de contenu en tant que designer. Nous, il a fallu qu'en tant que développeur, on prenne pas mal aussi les rênes de ce genre de choses. Donc, ce genre de choses, c'était très bon à prendre aussi, Ok. pour pas être perdu dedans, quoi. Il y a des exemples ou des cas que vous avez en tête de choses, alors hormis le fait de, voilà, que vous disiez, j'aimerais bien faire plusieurs civilisations, etc. Est-ce qu'il y a des exemples de choses que vous aviez vues où en gros vous êtes dit, vas-y, on se chauffe, on le fait, et puis en fait, pas du tout parce que contrainte de temps, contrainte technique ou autre? Est-ce qu'il y en a que vous avez en tête? Il y en a plusieurs petites. Enfin, après, Il y en a une majeure, je ouais, pense tu que penses à c'est quoi? les interactions dans les Ouais. scénettes. C'est-à-dire que là, tel que tu l'as vu, les scénettes, t'as pas vraiment d'interaction dedans. C'est-à-dire que T'avances un peu toi-même. c'est plutôt disposé comme un musée dans lequel on va pouvoir regarder chacune des œuvres, en quelque Mhm. sorte, les petits cartels, mais il n'y a pas d'interaction forte comme on l'avait à la base prévu, avec justement comme inspiration Nomadic Tribe, avec quelque chose où tu interagis directement avec l'environnement et qu'il va y avoir des répercussions sur le narratif directement. Ok. Mais ça, c'est un truc auquel on tenait un peu, mais on s'est vite rendu compte que s'il faut créer 3 scènes pour cette civilisation-là, déjà qu'on avait prévu plus que ça à la base, ça allait être compliqué. Il allait y avoir beaucoup de travail à faire spécifiquement pour chacune des interactions, beaucoup de cas à gérer, et en termes de développement, aussi un truc assez lourd. Ok. Donc après, on a un peu descendu les attentes. On est passé sur plus une interaction où quand tu te déplaces, il va se passer des choses dans le décor. Donc là, on voyait Osiris qui se faisait reconstruire et sinon, tu avais une roue avec certains éléments qui bougeaient, mais on n'était que sur une interaction très simple de déplacement au lieu d'avoir un point and click sur quelque chose ou de pouvoir bouger des choses dans les éléments, enfin dans les environnements. Après, il y a ça, c'était pas mal motivé par le temps. Enfin, on s'est rendu compte que la 3D, c'est hyper long. Donc, si on veut un texturing de qualité, on y passe là du temps. Ouais. Et du coup, même si le rendu au final peut être bien en WebGL et tout, soit avec, bon, on a des très bons devs qui peuvent faire des très bons rendus. C'est en termes de temps pour sortir les 3 histoires avec le temps qu'on avait, c'était déjà que là on était pas mal tendu. Ça aurait été une mission impossible, mais à mort. D'accord. D'accord. Une question là, tant que j'y suis, peut-être que vous l'aborderez après. D'où est-ce que vous est venue cette idée-là tu l'as évoqué tout à l'heure, il me semble, mais d'où est-ce que vous est venue cette idée du coup de faire une navigation comme ça de profil en fait? Je trouvais ça hyper intelligent et assez hors du commun. Est-ce que c'est une inspi ou est-ce que c'est d'où vous sortez ça?
Alors en fait, la réflexion sur toute cette partie scénette était vraiment longue et importante parce que il nous fallait quelque chose, du coup, comme on t'a dit, qui était quand même un minimum engageant. Et du coup, on a réfléchi à tout plein d'options. La pire étant, je pense, le scrollytelling que l'on connaît Oui. tous. Ouais, bien sûr. Vraiment, voilà, on se déplace là-dedans. On a réfléchi à quelques options, à un déplacement dans le même type d'univers, donc c'est-à-dire se déplacer, pareil, comme si on était sur la voûte, dans un univers qui est similaire. Et en fait, après l'intervention d'un game designer, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, d'un Vous game avez dit, designer. ouais, faut qu'on garde les 3 C, ça que avait dit. C'est ça. Une caméra, Voilà. contrôle, caractère. Et dire qu'en fait, ce qu'on avait mis en place, qu'on trouvait déjà hyper cool dans la sphère, c'était bien d'avoir une continuité avec les histoires. C'est ça. En termes, voilà, ils ont ce truc-là en game design. Et bon, le game design, c'est un peu le grand papa de Du WebGL. l'interactif. Ouais. Ouais, du WebGL du coup, mais de l'interactif, c'est que eux, ils savent comment on apprend des choses à l'utilisateur en fait. Et le truc, c'est que l'interactif, c'est que de l'apprentissage. Le truc, c'est que pour ne pas casser l'expérience, il est nécessaire de conserver les 3 C, donc Ouais. caractère, contrôle, caméra, Ok. garder au moins 2 des 3 C, on va dire. Donc avoir soit le même personnage et les mêmes contrôles, soit les mêmes contrôles et la même caméra, soit la même caméra et le même personnage. D'accord. Donc c'est avoir quelque chose où on ne dépayse pas trop. Donc nous, on s'est dit, le plus on garde des 3 C, moins on aura de choses à apprendre à l'utilisateur. Ouais. On se dit, ouais, voilà, on a une navigation qui est similaire entre les deux scènes. On a quelque chose qui est le plus similaire. C'est idéal. Ça nous permet d'avoir à moins se prendre la tête sur l'UX et d'avoir quelque chose qui est cohérent, qui donne vraiment l'impression d'une pièce entière et non pas de plusieurs pièces rapportées. D'accord. Après, sur le point de vue, on a fait pas mal de discussions, on a fait plein de schémas pour essayer de voir quel angle de vue était le mieux en fait pour ce qu'on voulait. Donc au début, on était sur un truc plus en profondeur et on a parti sur le côté. On a pas mal discuté, comme je disais tout à l'heure, on a pas mal noirci de tableaux blancs. D'accord. Et du coup, c'est cette solution-là qui nous paraissait la plus évidente avec tu vois le visuel, tu peux bouger ton personnage et en même temps, tu as un chemin qui est simple. Tu vas de droite à gauche. Ok. Pas de zigzag ou ce genre de choses. Ouais, bien sûr. D'accord. Ok. Je remercie rapidement Etidou qui est arrivé dans le chat et qui a souscrit un tiers de niveau 1 pour le 15e mois. Merci beaucoup Etidou. Bravo, tu as un bravo de Alex, tu vois. À chaque fois, tac, c'est le petit. Il faudra que je fasse une espèce un clip, tu vois, et que je le fasse passer à chaque fois. C'est comme des points de chaîne. Alex te dit bravo. Ouais. Un message de follow, de subscribe, là, un petit gif. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est Basti qui fait ça sur sa chaîne avec, comment il s'appelle, Hardisk qui à chaque fois passe et il fait bonjour, j'adore les NFT et après il repart. C'est vraiment délire. Je pense que je vais faire pareil, mais on fera ça peut-être hors stream. Ok, en tout cas, merci Etidou qui souscrit du coup et bonjour à toi. Du coup, continuons. Je sais pas, est-ce que tu veux que je repartage encore ton écran du coup, Léon, peut-être? Ouais, on peut peut-être parler un peu de l'évolution de cette scène, des petites scénettes. Ronan et du coup Alex sont plutôt partis pour quelque chose qui était très 3D. Les éléments de la narration étaient beaucoup plus marqués dans l'espace par des modèles 3D. C'est ça. Ça correspondait à une charge de travail qui était beaucoup trop forte. Donc il a fallu réfléchir à un juste milieu entre quelque chose qui soit pas trop une charge de travail pour eux et qui soit quand même engageant narrativement, quelque chose qui appelle un peu. Cette idée d'avoir quelque chose de très illustré, c'est quelque chose qui est arrivé assez vite dans la réflexion. D'accord. Et même avant qu'on se pose la question de la scénette, et ça a trouvé sa place là-dedans. Et il se trouve qu'avoir juste des illustrations comme ça, ce qui est déjà, je dis juste, mais c'est quand même une bonne charge de travail, c'est quand même beaucoup moins qu'avoir à gérer des assets avec du texturing, du baking de light, etc. Ouais, de Donc c'était un peu le juste milieu à trouver. Une charge très lourde de travail pour un résultat un peu décevant. Alors, rapidement, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le baking, du coup, donc c'est l'idée en fait, de précalculer, on va dire, et d'encapsuler dans une texture l'ensemble des lumières, des ombres, etc. Et vous me dites si je me plante, parce que je suis pas aussi expert que vous, évidemment. Donc voilà, c'est cette idée de capturer en fait en amont pour que on puisse avoir des résultats qui soient assez réalistes, enfin en tout cas assez proches de ce qu'on aimerait, mais à la fois qui ne soient pas trop gourmands en termes de performance. Voilà, c'était le petit point. Le 3D, en fait, il y a plein de. Une fois que tu as modélisé ton modèle, pour l'optimiser, il y a plein d'étapes après.
Rotopo, ce genre de choses, enfin en topologie, donc de refaire ton modèle avec moins de police, ce genre de choses. Et du coup, bah, ça devient, enfin, pour un seul truc, tu rentres vite fait dans un tunnel assez long, quoi. Ok. Et comme disait Ronan, pour un résultat qui n'aurait pas forcément été plus quali ou mieux que des illustrations au final. Donc, Une question dans le chat de Etidou qui dit: et l'illustration d'un point de vue technique, est-ce que c'est un plane avec un fragment shader pour l'apparition? Ouais, c'est exactement ça. C'est simplement un plane avec l'illustration dessus. Et derrière, l'effet d'encre qui se propage, c'est une idée que j'ai eue après avoir vu le travail juste magnifique des deux designers sur du coup toute la cinématique d'intro, où ils mettent des transitions avec de l'encre, des drops d'encre juste magnifiques à chaque plan à peu près. Du coup, je me suis dit, mais en fait, on devrait réutiliser ce truc-là. C'est une idée qui est géniale, il faudrait l'utiliser. Donc, j'ai planché un peu sur un fragment qui permettait de reproduire cet effet-là à partir d'une texture et de vidéos, parce qu'on avait, je peux peut-être montrer une petite vidéo et Yes. montrer ce que ça donne. Roland m'a filé des vidéos, des vidéos voilà, de drop, d'ink drop en 4K. Et il y en avait une bonne centaine, je crois, comme ceci. Et du coup, il a fallu les retranscrire en texture pour garder un même effet. Je crois que je l'ai dans un coin. Bah, du coup, voilà, une texture que j'ai générée du coup, à partir de script Photoshop pour reprendre en quelque sorte toutes les frames d'un drop d'encre. Mhm. Et en prenant la moyenne de toutes ces frames-là, on a vraiment un dégradé qui va se créer de l'instant où la goutte d'encre tombe et qu'elle prend tout l'écran. Et Mhm. du coup, ça prend, voilà, avec une technique comme ça, tu transcris vraiment une vidéo d'ink drop comme ça en une texture et en mettant 3 sur la même texture avec des canaux RGB différents, bah, j'ai obtenu les trois types de transitions différentes qui sont juste utilisées dans ce Ah fragment-là. ouais, d'accord. Un Donc, résultat qui est très performant. c'est ce qu'on voit en Ouais. front. Donc, je traduis parce que ink drop, en gros, donc c'est l'idée d'une encre, en fait, voilà, comme de l'encre que vous faites tomber. tomber, ouais. Et je vous rappelle qu'il y a mes parents, il faut que je traduise au fur et à mesure. Et donc, donc du coup, voilà, l'idée, c'est d'essayer de reproduire en fait cet effet d'encre qui tombe, sauf qu'une vidéo, c'est un petit peu trop lourd. Et donc là, voilà, il a géré ça avec ce qu'on appelle des textures, donc Ouais. des espèces d'images qui seront beaucoup plus performantes. Voilà, plein de petits tips comme ça pour pouvoir charger toutes ces scènes de paysages qui étaient finalement assez lourdes, même si c'est des petits arbres qui se répètent. Enfin, on avait utilisé Ouais. aussi un système pour la végétation. En fait, chaque végétation, c'est un petit point. Et en code, Léon a mis toutes les petites herbes. Ouais. En fait, c'est des planes qui Ok. permettent d'être super petits Ouais, Ça- c'est et charger très rapidement, quoi. Ouais. Il y avait les petits planements. Voilà. il y avait eu un tips là-dessus, je crois, sur la génération d'herbes. Alors, il y avait Bruno Simon qui avait tweeté là-dessus, et juste avant, je crois que c'était. Qui c'est qui en avait parlé il n'y a pas très longtemps également? C'était Renaud, je crois, aussi, qui en avait parlé, qui avait tweeté là-dessus, où ils avaient expliqué bah, justement qu'ils faisaient ça via des. Je crois que c'était des planes aussi. Hein, dis-moi si je me trompe, Léon, tu vois ce que je veux dire ou pas du tout? Ouais, alors je crois que c'est deux techniques différentes. Je crois que pour Renault, il utilise une sorte de texture sur laquelle il va faire une sorte de sandwich avec tout plein de niveaux d'herbes pour donner vraiment une impression de profondeur. Il en avait parlé, je crois, Ouais, quand on, sur, la sur, fois il est venu, ouais. ouais, sur une précédente émission. Et effectivement, en termes d'ailleurs, Bruno Simon a aussi fait ça, mais avec des planes cette fois. Mais bon, il y a 15 000 techniques qui existent. En termes de résultats, ça dépend vachement de ce qu'on veut avoir. Là, D'accord. c'est cool parce qu'on a quelque chose qui est très avantageux ici, c'est que toutes les herbes qui sont ici sont dans la même direction, c'est-à-dire qu'on a toujours le même point de vue par rapport à ces herbes-là. Donc, on Mhm. va pas passer de l'autre côté. Donc, on peut se contenter de plane et pas avoir quelque chose qui va avoir plus de volume pour vraiment donner une impression d'herbe quand on tourne autour. On n'avait pas ce problème-là. On n'avait pas le problème non plus que vu qu'ils sont tous à la même distance, enfin tous dans la même direction, on pouvait faire des optimisations supplémentaires. Donc ça dépend vachement des conditions dans lesquelles on va le faire apparaître, Mhm. cette herbe-là. Ok. Typiquement pour Renault, je pense que vu qu'il utilise pour sous-gène donc son métaverse, enfin le métaverse de Tsubo, lui, il a besoin de vraiment quelque chose qu'on peut regarder sous tous les angles. Nous, ça n'a pas Ouais. du tout été notre problématique, donc là-dessus, on a pu passer relativement vite dessus avec quelque chose
en ayant quelque chose de très performant, parce qu'on a beaucoup de enfin, le contexte d'utilisation nous facilite beaucoup la tâche. Approximativement. Bah, ça, il y a la première image, c'est la voûte, quand le site est en debug et que tu dézoomes, tu as la voûte entière avec, pour vraiment montrer qu'on est vraiment au sein d'une voûte sur le site. Ok. Ouais. Et du coup, après, c'était un peu les étapes de création dont on parlait tout à l'heure, le fait de placer, donc, finalement, l'idée de l'API, de récupérer des informations, et finalement, on a placé à la mano les constellations pour que ça nous convienne le plus possible, que ce soit à peu près réaliste, mais bon, c'est pas non plus très réaliste. On s'était dit que bon, personne n'arriverait vraiment à se repérer exactement dans la voûte s'il y avait un expert. Et là, c'était peut-être que Ronan en parlera mieux. Ouais, alors là, c'était les systèmes qu'on avait trouvés. En fait, j'ai récupéré une image de la NASA en vraiment une sphérique. Donc, ouais, il y a un truc en 16K. Donc, ils donnent des images de leur satellite, enfin, de leur télescope, pardon. Et je m'en suis servi pour pouvoir faire une gradient map et dire sur Houdini, en fait, que les étoiles devaient se mettre là où il y avait les points blancs, quoi, pour pouvoir reproduire ce ciel étoilé, mais en particules. Et ça nous a permis de faire le ciel étoilé, en fait, qu'on a en fond de l'espace. Ouais. Donc, Dans l'expérience, on peut voir, par exemple, toute une zone ici où il y a beaucoup plus d'étoiles. la Voie lactée. Et ça, typiquement, c'est la Voie lactée qu'on a réussi, enfin que Ronan a réussi à remapper grâce à cette superbe map qui nous est proposée par la NASA. Il a pu générer des points en fonction de cette carte-là. J'ai une question sur un peu sans transition, désolé, mais sur la partie 3D et slash Houdini, vous êtes tous à l'aise sur la partie 3D ou qu'est-ce qu'il y en avait qui avaient des préférences, enfin qu'est-ce qui était en charge un peu de la partie 3D, on va dire? Sur designer ou développeur, peut-être? Bah, les deux en fait, parce que alors moi ce que je relève systématiquement, bon je pense que c'est quelque chose de plus ou moins acté, c'est que même côté dev, j'ai l'impression que bah, du coup il faut avoir des bases en fait, voilà, pour des gens qui voudraient se lancer sur de la partie 3D WebGL. J'ai l'impression qu'il faut quand même avoir effectivement certaines bases. Donc, est-ce que vous, c'était votre cas ou est-ce qu'il y avait plutôt certaines personnes comment vous répartissiez les rôles sur la partie 3D? Alors, du moins en dev, j'ai vraiment lead le projet sur la partie 3D. L'idée, c'était aussi de pouvoir. J'étais la personne avec le plus d'expérience sur la 3D durant le projet. Et du coup, j'ai un peu lead le truc. Mais ce qui comptait, c'était aussi de pouvoir transmettre cette expérience et apprendre avec ce projet. Donc, pour Juliette et Aurélien, qui en faisaient moins, bah, Aurélien, il fait du dev mobile, c'est là où c'était sa compétence principale. Ok. Donc, la 3D, c'était quelque chose d'assez différent, mais sur lequel il voulait aller. Donc, il y a eu des occasions pour le faire. On a bossé ensemble sur la caméra, sur le mouvement de caméra, qui était toute une histoire, parce que bon, ça, on va pas rentrer dedans, parce que sinon, on va faire 3 heures. Mais on y était pendant 2 semaines. Ah oui. Et Juliette a bossé un peu sur la navigation du bateau, mais en fait, elle s'est vite rendue compte que ce qui lui plaisait, c'était plus lui. Et là-dessus, elle a fait un travail de malade. Ouais. Donc, elle a vite bifurqué vers faire ça uniquement, faire de lui uniquement. Ce qui nous a permis, ce qui a permis à Aurélien de se focus un peu plus sur l'audio, sur les sous-titres, et à moi de me focus sur la partie 3D. Ok. Puis l'ambition du projet, c'était pas de trop 3 développeurs. Enfin. Ouais. Et donc, ouais, puis sinon, pour les designers, bah, en fait, avec Alexandre, on était assez à l'aise. Enfin, surtout Alexandre sur Blender. Donc, c'est un peu pour ça aussi qu'on s'était mis ensemble. C'était pour aller faire de la 3D dans le projet. Donc, ça a été. Donc, on s'est vraiment bien réparti les tâches. Ouais, ça s'est fait assez naturellement. Enfin, par exemple, pour Houdini, c'était Ronan qui avait un peu plus d'XP sur le logiciel que moi. Du coup, c'est lui qui a pris en charge le truc. Et moi, j'étais plus l'anime de perso. Enfin, j'avais déjà fait des personnages avant. Ouais, donc, tu as animés, fait le perso là qu'on voit à l'écran. Enfin, si tu Yes, Ouais. je remets. Et Vas-y. sur les texturing et choses comme ça. Donc, moi, voilà, j'avais fait les vêtements sous Marvelous. Et du coup, après, j'étais passé sous ZBrush pour avoir une rotopo. Donc, passer de beaucoup de quads, enfin, de beaucoup de vertices à moins. On sent qu'il a sur- la pression maintenant, il essaye de vulgariser à mort, tu vois. Ouais. Attends, il y a les parents d'Anto et tout. Non, enfin, non, mais je te rassure, je vais te mettre à l'aise de suite. À chaque fois, mes proches, ils regardent parce qu'ils sont hyper sympas avec moi, mais à chaque fois, ils disent putain, on n'a rien compris. Ouais. Donc, tu peux faire ce que tu veux, malheureusement. Ok. Voilà. Mais bon, ils sont là. Mais Ils sont là. ouais, dans l'idée, voilà, c'est de rendre le mesh moins lourd parce que bien sûr, Marvelous te sort un truc hyper quali et avec plein de détails. Et donc, Ok. la
ZBrush, ça te fait un remesh hyper rapide et assez bon, parce que bon, là, l'objectif, c'est de perdre de temps à faire ta rotopo à la main. Mhm. Et ensuite, texturing sous Substance. Et donc, parce que moi, j'aime bien le texturing. Donc, j'étais très content. Donc Ouais, donc, Marvelous ouais, qui est... ouais, pardon, vas-y. Pardon, juste Marvelous, du coup, qui est en gros, c'est un soft vraiment 3D dédié sur la partie vêtements, c'est ça, si je me trompe Ouais, pas. sur la partie tissu, vêtements, simulation de ce genre de choses. Ok. Et il y a des gens qui font des choses incroyables dessus. Donc, C'était un peu overkill pour le projet, mais c'était le plaisir de Alex. laisse-moi, moi. Ah ouais, carrément. Mais enfin, moi, je suis impressionné par tout ce que vous avez utilisé parce que vous avez fait bon, il y a de la partie 3D, mais il y a la partie Houdini qui est quand même pas peu. Enfin, c'est quand même c'est un sacré truc. On avait vu ça d'ailleurs dans un contexte de prod avec les amis de chez Make Meeples qui sont venus. D'ailleurs, je vous renvoie sur la chaîne YouTube et ils nous avaient montré voilà comment est-ce qu'ils avaient intégré dans leur workflow en fait cet outil qui est absolument fabuleux, mais très compliqué. Enfin, de prime abord, c'est un peu impressionnant, on va dire, pour l'intégrer dans un contexte web. Et là, je vois que vous faites aussi du Marvelous, donc c'est incroyable. Vous êtes lâché, quoi, on va dire, hein, sur les softs. Ouais, c'est un peu ça. C'est le logiciel. Ok. Il y a un logiciel fait pour, donc autant y aller. Ah ouais, mais carrément. Et oui, donc sinon, je disais, le personnage, on n'a pas trop parlé, mais oui, donc c'était un peu l'idée d'un espèce de mage, ça survient dessus, qui est en fait un allumeur de lumière, c'est un peu comme ça dans les on va, avec son petit bateau, il va allumer les constellations et donc les raviver, donc ça, on l'a pas dit, mais c'est un peu le principe de l'expérience, c'est que tu vas rallumer une à une les constellations, et une fois que tu les as toutes allumées, tu peux découvrir l'histoire. Et donc, ouais, le design du personnage a été fait par Alexandre. On n'avait pas les inspirations dans les Non, slides. j'ai reparmi les inspi parce que c'était pas forcément. Après, si tu peux me mettre sur la slide d'avant, il y avait ça avec les bateaux qui peut être cool. Ouais. Du coup, là, on voit le petit truc qu'on voit pas dans l'XP parce qu'on n'a pas fait la voûte amérindienne, mais on avait le bateau amérindien, donc qui était plus un canoë. Donc, ouais, L'idée, c'est que le bateau change à chaque civilisation et que c'est un peu Ça. emblématique. Et là, ouais, il y a le moodboard, du coup, on avait un peu ce. Alors là, c'était très un peu pas tribal, mais un peu dans le délire mage ou chaman. Ok. Et donc, on serait parti sur un peu un personnage, je vais dire mystique, mais un peu dans ce délire-là. Donc là, nous, il y avait l'enjeu il y a un enjeu à la fois de design et de réflexion technique en se disant, OK, si on a un masque et on a une capuche, on n'a pas besoin d'avoir des cheveux, on n'a pas besoin d'animer d'expression de visage ou ce genre de choses si on voit de trop près. Il y a eu aussi des réflexions sur du coup le bateau, mais différents types de bateaux pour chaque civilisation. Et là, ça a été un peu de sketch, mais bon, vu qu'on n'avait qu'une seule civilisation au final, il n'y a pas eu à torturer les designs pour qu'ils nous sortent 10 modèles de bateaux. D'accord. Ça, c'est cool. Sinon, je voulais montrer un peu aussi les différents assets 3D qu'on a réutilisés. Donc, tous avec leur propre texture, avec leur propre map de texture simplement, les illustrations. Et le truc, c'est que vu qu'on réutilisait la plupart de ces assets dans plusieurs scènes, on a dû travailler sur du coup des shadow maps qui étaient spécifiques à chacun. Donc on a joué sur la possibilité d'avoir plusieurs UV sets, donc plusieurs sets de données qui nous permettent de rajouter plusieurs shadow maps et plusieurs light maps sur des mêmes objets et pouvoir les interchanger. Donc comme ça, Ok. si on avait X maisons sur la scène 1 et sur la scène 2, on pouvait garder la même texture de base, mais avoir des ombres différentes. Ok. Tout ça, ouais, voilà, l'idée, c'est, pour faire simple, c'est de enlever le plus possible le côté PS2, enfin même PS1, et d'avoir toujours un truc performant et pas trop lourd pour un site web, quoi. Donc, Voilà. Ok. Donc, chaque objet a sa shadow map spécifique, même une texture qu'il partage avec tout le monde. Et là, c'était pour pour mettre l'objet dans vraiment la scène, donc avoir une ombre qui soit projetée, ce genre de choses. Donc on a, je sais pas si on voit très bien sur l'image, mais on a des petits carrés rouges, on a découpé et fait plusieurs sets d'UV pour avoir des shadow maps spécifiques à chaque endroit, donc à l'endroit où il y a des objets, donc parce que le reste, en fait, il n'y a pas d'ombre, donc il n'y a pas besoin. Et voilà, donc ça donnait pas mal de shadow maps. On a retravaillé un peu sur dénoiser, parce que Blender te sort un truc un peu noisy, et Photoshop pour les contrastes, etc. Il y a eu beaucoup de travail d'aller-retour entre designers et développeurs, pas mal de discussions pour régler ce problème-là, parce que c'était un problème quand même majeur. Il ne faut pas se perdre aussi entre les UV, les sections, les shadow maps que tu sors, les light maps, il y a pas mal de.
Bon, désolé pour le jargon ça. 3D, mais c'est vrai que Juste une question du coup Aurélien, tant que j'y suis, parce que toi tu disais au Mmh. niveau de ton parcours en fait tu étais plutôt orienté dev mobile, c'est ça de base? Ouais, c'est ça. Et en fait là tu avais déjà fait un projet de cette ampleur-là, on va dire, sur un projet aussi créatif, même en intégrant les gobelins ou pas forcément? Bah, du coup, oui, l'année d'avant, du coup, parce que ça, celui-là, c'était notre projet de Master 2. Mais en Ouais. Master 1, j'en avais fait un aussi avec de la 3D. Alors, c'était pas autant poussé, parce que là, il y avait. C'était, on va dire que la 3D était moins omniprésente. C'était beaucoup plus statique. Du coup, il y Mhm. avait moins cette notion de déplacement et on va dire que bon, c'était un autre projet, hein, tout simplement. Ouais, ouais. Mais en première année, on avait beaucoup moins fait de 3D. De toute façon, globalement, même, enfin, je sais pas trop l'expérience des autres, hein, mais en première année, donc en licence, puisqu'on a, Mhm. on a tous les trois, tous les quatre, pardon, tous les cinq même du coup avec Juliette, on a fait les 3 ans là-bas. Mhm. On en a fait un peu moins, et du coup, ce qui fait que c'était un peu bizarre parce que on s'est retrouvé un peu avec des niveaux très disparates Ouais. entre des gens qui étaient très très bons et ce qui était très très cool du coup finalement puisqu'on pouvait apprendre auprès d'eux et d'autres qui avaient moins fait, bah, moi notamment. Mhm. Mais du coup ça m'a intéressé et c'est pour ça que on va dire j'ai appris, enfin je continue d'apprendre d'ailleurs parce que Mhm. on apprend tous les jours mais Et ouais. Et ton retour d'expérience, que c'est hyper intéressant justement d'avoir une personne qui soit voilà, peut-être un peu moins sur cette partie WebGL, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, des projets comme ça, parce que souvent c'est ça, c'est que ça nous fait peur en fait de mettre en place, et en fait on se rend compte que non, au début tu as une première brique et puis petit à petit tu vas construire. Quel est ton retour là-dessus? Est-ce que tu as l'impression maintenant, en ayant vécu de l'intérieur en fait un projet comme celui-ci, que bon, ça nécessite du boulot certes, mais que c'est des choses qui sont accessibles et qui te donne beaucoup, enfin, aujourd'hui envie de te challenger là-dessus. Ouais, carrément. Ce qui est compliqué, je trouve que c'est quand même un domaine, donc je parle plus de la 3D, mais du WebGL en général, hein, c'est quand même un domaine super complexe et auquel il faut, je pense, avoir des fondations super Ouais. solides. Là, notamment dans ce projet, il y avait énormément de maths. On faut en parler avec Léon parce que il y a des trucs que moi j'avais plein de bases de maths qui me manquaient en fait, et donc j'ai dû rebosser là-dessus. Mhm. Mais après, en général, de toute façon, ça a ouvert beaucoup de choses. En tout cas, pour moi, pour mon expérience de quelqu'un qui avait beaucoup moins de points d'accroche au départ, ça a ouvert beaucoup de choses puisque bah, là, on a réussi à faire un truc assez dingue. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est très très cool. Ouais, bien sûr, Euh, Maintenant, c'est aussi un boulot à 5, faut se le rappeler. C'est quand bien même sûr. 5 personnes pendant. Alors là, c'est 10 semaines de travail, on va dire, sur place. Mhm. Mais en fait, c'est beaucoup plus long, c'est 6 mois, Ouais. hein, Ouais, de la entier, conception. avec la conception en amont, etc. Donc c'est quand même vachement long. Il y a beaucoup, enfin c'est à un moment, Alexandre dit, oui, on a rempli des tableaux blancs, mais littéralement des tableaux blancs énormes de 3 Ouais. mètres de long. On en a dû en remplir, mais genre 10 quoi. Ouais. Mais c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a vraiment cette notion au-delà du WebGL et de la 3D, c'est qu'il y a une vraie conception, quoi. Ça part d'une idée et ça aboutit à ça à la fin. Donc non, je trouve que c'est super encourageant. Après, c'est un taf monstrueux. Il y a 5 personnes dessus presque constamment. Ouais. Donc c'est sûr que c'est pas un truc. Il y a un côté un peu irréalisable parfois, parce qu'on se dit Oui. que si c'était une agence qui faisait ça, faut y aller quoi. Ouais. Mais ça encourage de fou quoi. Surtout Ouais. à faire des projets perso et à se challenger tout le temps. Ouais, ouais, mais clairement, de toute façon, moi je suis assez d'accord avec toi. Tu peux pas. En fait, il y a ce côté en fait partage, tu vois, aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, etc., où tu vois passer beaucoup de choses qui sont assez what the fuck, etc. Tu te rends pas compte en fait derrière le boulot que ça représente et le nombre de personnes, etc. Récemment, vous avez dû voir passer, bon, c'est certain vu que ça a buzzé à mort, les amis de chez Merci Michel qui ont sorti un projet complètement dingue avec une espèce de mini world où tu peux te balader, etc., qui est complètement ouf. Et en fait, je les avais vus sur Paris c'était il y a quelques mois de ça, hein, et bien avant cette sortie, ils m'avaient déjà montré un peu en preview le truc. Et en fait, entre-temps, il s'est passé des mois et ils étaient, je sais pas combien, mobilisés en fait à temps plein et des gens d'expérience, quoi. Donc, c'est super intéressant ton retour de dire que, ben, attention, il faut quand même faire gaffe. Derrière, tu as potentiellement et des gens qui sont d'expérience et surtout du temps voilà, mobilisé dessus pour pouvoir arriver à des projets qui te font rêver, quoi. C'est ça l'idée. C'est ça. Et c'est Cool, un des cool. trucs, je pense, c'est aussi compliqué à transmettre. Enfin, honnêtement, quand tu montes le projet et tout, les gens disent ah, c'est sympa, machin et tout. En fait, tu n'as pas idée enfin, des nuits qu'on a passées dessus, tu vois.
Ok, ok. Major qui nous partage du coup, oui, Freya, je pense que c'est une youtubeuse qui est assez connue, qui fait Math for Game Dev, donc il a partagé une playlist YouTube, n'hésitez pas à aller voir ça, c'est assez cool ce qu'elle fait, je pense que je visualise à peu près de quelle personne c'est assez poussé de mémoire, mais c'est plutôt cool et intéressant. Montrer cet élément du qui était franchement un bon défi de la part d'Aurélien. Voilà, là on peut le voir, quand on bouge, hop, ça se recale à la fin. Mhm. Il y a un peu ce côté vraiment ressentir ce feeling l'idée c'était de refaire une espèce de sphère armilière hein, quand même, c'est-à-dire des crans, ce côté un peu cranté, des espèces d'éléments un peu dorés, enfin tu vois un peu, on a montré un peu tout à l'heure. Et le but c'est de refaire ressentir ce feeling-là, quoi. Côté satisfaisant d'un barillet un peu aussi. Ouais. Du coup, maintenant. De pistolet. Mais... Ouais, ce genre d'élément là, Ouais, c'est ça. de le ressentir s'actionner comme un mécanisme universel, quoi. Et vous avez mis du juice, comme disent les amis de chez Merci Michel, là, vous savez, en référence à la vidéo Juice It or Lose It. Donc le juice, c'est l'idée de dire d'avoir des petits éléments en fait supplémentaires qui vont vraiment donner vie à l'animation et donner un côté assez organique. Je vois dans le chat Amshax qui dit la map du milieu, pardon, est-ce que c'est du WebGL aussi? Aurélien, non, pas du tout, et non. Alors en fait, c'est on pourrait croire, mais en fait pas du tout. C'est juste, c'est grâce à Ronan en fait qui m'a filé du coup, c'est 2 PNG. Alors on dirait pas, mais en fait c'est 2 PNG parce qu'on peut voir, légèrement on voit là, il y a une map qui est dorée en avant et puis une map qui est bleue derrière. Et en fait, c'est juste deux éléments de plane quoi si on veut, enfin du coup c'est pas en 3D donc c'est juste deux images qui sont translate tout simplement suivant des coordonnées que moi j'avais placées à l'avance, et après il y a un overflow sur le cercle autour hein, qui fait que là on a l'impression en fait que ça tourne, mais c'est juste vraiment un simple effet d'optique quoi. On avait testé sur After pour voir ce que ça donnait, du coup, et ça marche là. Est-ce que vous avez travaillé sur la bascule justement Enfin, vous avez taffé du coup, j'imagine, sur After Effects. Il y a eu des bascules particulières. Comment vous faites pour, mettons, récupérer les clés d'animation, ce genre de choses? Est-ce que vous avez des petits tips ou des tools là-dessus sur la bascule After to web? Ouais, on avait juste les éléments sur le Figma. On avait décomposé chaque élément pour qu'Aurélien puisse avoir tout récupéré à tout le bon endroit. Ok. Et on lui avait passé la vidéo. Encore une fois, dans l'idéal, avoir que tu disais, des éléments un peu de transfert, ça aurait été trop cool, trop stylé. Mais bon, question de timing, en fait, c'est je te passe la vidéo et moi j'ai autre chose à faire. et du coup, ça lui donnait juste une idée. Et après, on règle en live si la vitesse, le timing directement. Comme on travaille à côté, c'est plus simple en fait, que de se dire ok, je te passe des éléments d'animation, des petits frames ou ce genre de choses. Ok. Ça roule. En fait, on voit tu l'as vraiment livré en kit. On l'a dit, voilà la notice. Donc et après, on a tous les éléments détachés, donc les ronds, les icônes et tout. Et c'est vraiment un meuble Ikea, quoi. Il a tout assemblé et ça. C'est stable. Je pense qu'on peut parler peut-être de notre workflow sur en fait comment les développeurs ont créé des outils pour les designers afin qu'on puisse se coordonner au niveau de direction artistique. Donc là, on voit il y avait sur la sphère en fait le rendu de l'eau, des couleurs, tout était paramétrable pour les designers pour qu'on puisse art directer, comme je dirais, enfin, qu'on puisse donner le ton un peu de ce qu'on pensait être le mieux pour le côté onirique de l'expérience. Ouais. Et donc en fait on avait donc tout un comme ça c'est un truc, c'est assez classique, mais l'idée c'est de mettre tout dedans quoi, histoire vraiment de leur laisser une liberté de dingue. Voilà, donc il y a eu j'essaie de leur filer la main sur la façon dont se gère la pipeline avec tout le fond qui a été un bon défi à créer, donc tout plein d'éléments pour donner la granularité à ce fond, à ce ciel, à la sphère aussi, parce que la sphère, il y avait ce truc très important de la grille, des lignes. Ah oui. En fait, ça, on peut en parler, c'est super important. On navigue dans une sphère inversée. Tu dis ça à une personne comme ça, sans qu'elle ait vu l'expérience, elle comprend pas trop. C'est-à-dire que quand on a expliqué notre projet à différents intervenants, ils nous ont dit oui, non, mais vous pouvez pas me montrer ou un truc comme ça, parce que concrètement, ça représente pas grand-chose.
Et C'est pas comme ça qu'on voit le ciel de base. Le C'est ça. ciel, c'est plat en fait de Ah notre ouais. point de vue. Là, se dire qu'on est sur les étoiles, dans un océan d'étoiles, quoi, c'était assez perturbant. Et on a vu au premier test utilisateur, en fait, les lignes de cette sphère, elles étaient assez éteintes. Et les gens, ils étaient complètement perdus. Ils se disent, mais je sais pas où je dois aller. Ouais. Enfin, je suis perdu dans le Perte ciel. de Voilà. repère, ouais. Du coup, D'accord. c'était plus ce qu'on voulait, quoi. On voulait, ouais, d'accord, être un peu perdu, mais pas non plus largué. Enfin, voilà. qu'on pouvait changer. Donc il y avait cette ligne, ce wireframe en quelque sorte de la sphère qui était très important à placer pour qu'on puisse se repérer dans l'espace par rapport à cette sphère, qu'on sache qu'on est réellement dans une voûte. Et du coup là-dedans, je leur ai donné des petits outils pour pouvoir vraiment régler la densité des lignes, leur couleur, pour qu'ils aient un rapport à la DA un peu plus direct, Mhm. avec les lignes de fond aussi, qui sont ces lignes-là, ce genre d'isoline, enfin c'est des isolines, donc c'est des lignes en fonction d'un noise, d'un bruit que je plaque sur la sphère, qui elle aussi était importante pour rappeler ce côté-là Fluide cosmique. voilà, ça, de fluidité. Techniquement, derrière, sans rentrer trop dans le détail, mais le mouvement de l'eau, c'est un GP-GPU, non? Pour calculer un truc comme ça ou... Ouais, voilà, alors c'est cette simulation-là. En fait, c'est une simulation de 2011, parce que bon, il y a des personnes qui n'ont pas attendu pour faire des dingueries. Du coup, c'est une simulation que j'ai récupérée et sur laquelle j'ai bossé en priorité quand j'étais sur mon portfolio, Ok. en fait, qui utilise une simulation similaire. Et en fait, ça tombait bien parce que sur mes 2 projets de l'année dernière, j'avais à l'utiliser. Donc c'est effectivement du GP-GPU. Amoureux de ça que je suis, forcément, j'allais pas y couper. Et ça donne, je peux montrer un peu en debug ce que ça donne. Si je monte par exemple, je me suis fait des outils. Voilà, quand je me déplace, il y a vraiment la traînée d'eau qui va être inscrite sur une texture qui va en gros garder l'état l'état entre les images. Et ensuite, à la manière d'une normale map que j'appliquerai sur un modèle normal, enfin un modèle basique, on va pas se répéter, ça va permettre de modifier la façon dont va être rendu du coup l'arrière-plan. D'accord. Voilà. Et du coup, voilà, c'est une simulation d'eau sur laquelle j'avais planché un peu parce que le truc, c'est que tu peux pas simuler toute la surface de la sphère en permanence. Tu peux pas dire que tout ça, c'est de l'eau en permanence parce que ça coûterait des perfs que j'ose pas imaginer. Donc l'idée, ça a été de donner une petite zone autour du bateau. Donc si je la montre, ça va être cette zone-là. Une zone autour du bateau qui va évoluer à chaque instant et dans lequel je vais inscrire la texture. D'accord. Et C'est derrière, vraiment dingue. Je trouve ça incroyable. Vraiment, dans le chat, il y en a qui le disent, mais c'est franchement. De mémoire, je crois que tu nous avais partagé au fur et à mesure, je crois, les avancées de ça, non? ouais, C'était j'avais ça. envoyé 2-3 trucs. Voilà, par exemple, Ouais. j'avais fait un petit stream sur ma chaîne perso, c'est une Yes, rare fois où j'en ai fait un. je m'en Et rappelle. où à la fin du stream, j'étais arrivé à ce truc-là, Mhm. qui donnait voilà, cette espèce similaire. Bon, j'ai mis une image de ciel en fond, histoire qu'on se projette un peu, mais l'idée était vraiment de reproduire. Là, j'ai vraiment reproduit le shader. J'ai fait du copier-coller de ce qu'il y a dedans. Je ne suis pas criminel, c'est quelque chose qui est trouvable open source. Qui est commun aussi. Voilà, qui est commun. Je sais pas si c'est commun parce qu'il existe des centaines de simulations différentes, donc c'est un peu voilà. Ah, mais qui est commun de voler. Ah oui. mais, mais non, c'est une simulation de Ripples qu'on peut trouver sur Internet. La question, ça a surtout été de setup quelque chose qui soit, on va dire, manipulable et dans lequel on ne soit pas bloqué par des problèmes techniques dans tous les sens. Ouais. Et ouais, ça a été le premier défi, mais fort heureusement, du coup, j'avais mon portfolio sur lequel je bossais en parallèle. Et du coup, ça me donnait 2 fois plus d'occasions de bosser dessus. Et ça, c'est pas mal. Ouais. Mais voilà, c'est une des applications du GP-GPU, donc du calcul côté GPU, donc carte graphique. Parce que d'habitude, on utilise notre processeur pour faire des calculs, on fait des calculs sur la carte graphique, qui est souvent mis de côté, mais qui est quand même très intéressant. C'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Je me souviens d'une simulation, tu sais, c'est un gars qui fait vachement de noir et blanc, où tu avais une main et du sable qui tombait. C'est Dan Kwan qui avait fait ce truc-là. C'est ça, Et là, pareil, exactement. c'est une application du GP-GPU qui est juste, mais Merveilleuse. juste dingue.
Après, Dan Kwan, c'est ce genre d'alien qui n'existe que empoigné sur cette terre. Il fait des choses qui sont incroyables. Là, c'est une application aussi du GPGPU. Donc c'est quelque chose qui peut-être peut paraître anodin, en fait, c'est pour les gens qui ne seraient pas dans la technique, mais sachez que gérer autant de particules, en fait, et autant d'éléments comme ça, et conserver de bonnes perfs. Alors là, ça sera peut-être pas trop fluide sur le stream. Vous pourrez tester vous-même après le stream, évidemment. Vous pourrez tester vous-même et vous attesterez et vous verrez que c'est quand même relativement perf, et c'est assez incroyable de voir. En plus, il y a de la simulation physique, hein, donc ça touche la main, et on voit que ça rebondit. Donc ça, c'est des choses qui sont assez folles, et de voir qu'on peut faire ça en web, ça ouvre des perspectives qui sont incroyable. Je voulais juste montrer rapidement une petite technique qui est héritée du jeu vidéo, parce que je dis que le jeu vidéo, c'est vraiment le papa de l'interactif, et c'est juste vrai à tellement de niveaux qu'on imagine. C'est que sur le fond, sur l'image de fond, là, créer, on va dire, faire un fond qui soit un peu sympa, bien texturé, etc. C'était un gros défi, parce que soit on crée une cube map, donc une cube map, ça va être pour créer un environnement en 360, texturer un environnement en 360, une cube map, c'est super lourd, en fait. Okay. Et si on voulait faire quelque chose de cet ordre-là, ça allait nous coûter vachement en termes de poids de fichier. Donc, il y a eu une autre option, c'était celle de tout faire en shader, avec un petit peu de supplément, qui est du coup une technique de texturing qu'on appelle le triplanar. Donc, je vais montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, triplanar. Voilà, triplanar, c'est l'idée de. Alors, c'est un peu gerbotron comme ça, mais je pense que l'idée va être là, ça va être une manière de plaquer des textures selon 3 coordonnées, X, Y et Z. Et donc, de cette manière-là, à partir d'une texture 2D, on peut vraiment texturer une sphère en 3D. Et ça, c'est quelque chose qui est hérité du jeu vidéo, et qui, en plus d'être très applicable, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des textures qui sont forcément énormes, ça ne va pas coûter le poids d'une cube map et d'une env map, ça va aussi avoir des implications en performance qui sont vraiment cool. Voilà, donc avec différents noise. Donc le noise qui, lui, coûte cher à calculer dans l'espace 3D. Ici, c'était une simple texture qu'on a mappé dessus, histoire de gagner de la performance. Et bien sûr, un background, donc une image qui a été filée par les designs, et qui a été réellement, lui, placé en triplanar, pour donner le petit supplément de texture, pour pas juste avoir un fond uni en dehors des lignes de noise qui, elles, sont complètement générées par le fragment. Voilà. Et c'est un peu de cette manière-là qu'on a réussi à bosser un peu main dans la main pour trouver une solution performante et optimisée en termes d'assets. Dit qui correspondait à la DA, du coup. Ouais, bien sûr, mais justement, les images que je vous ai montrées précédemment, quoi. C'est-à-dire qu'il a fallu trouver vraiment une manière de reproduire leur intention, et il y a eu des longues discussions pour arriver à un résultat où on arrive là-dedans. Ouais, bien sûr. Ce côté fond marin vivant, et en même temps d'espace mouvant, enfin, voilà, c'était un long chemin de croix, on va dire. En tout et pour tout, vous avez calculé à peu près sur combien de temps entre vraiment le tout début et le projet en prod, combien de temps ça vous a pris à peu près? Le proto était commencé en mars, et après on est vraiment 2 mois à fond. Ouais, je pense qu'on a eu pour 3 mois de production, je pense. Okay. Peut-être moins, parce qu'on a passé en fait beaucoup de temps à faire présentation, les documents que nous demande les Gobelins, même si on était avec un coordinateur, un directeur pédagogique qui était assez compréhensif, et qui voulait nous laissait travailler pour travailler, et pas travailler pour rendre des documents aux Gobelins, ce qui était franchement très agréable. Il y a eu quand même une partie, une bonne quinzaine qui a été prise pour des présentations et des documents à rendre. Okay. Surtout, ce qui était cool, c'est qu'on avait beaucoup d'intervenants très chouettes. Enfin, par exemple, une fois, ils avaient dit, vous voulez qui comme intervenant? On a dit, Bruno Simon. Et il a booké Bruno Simon, qui est venu genre une journée sur notre projet. Il nous a aidé. Franchement, c'était d'ailleurs sur la question des triplanars, peut-être. Oui, voilà, sur la sphère, sur l'optimisation de sphère. Ouais. Il nous a apporté un peu de Bruno Wisdom pour nous aider là-dedans.
Ok, ok, très cool. Ok, ben merci pour toutes ces anecdotes, très cool. Alex, c'est ton moment, vas-y. Ah, je voulais juste, si Léon, tu as la dernière slide. Enfin, c'était juste pour l'instant, on a des développeurs qui sont géniaux et qui ont fait des shaders de ouf, et qui ont fait de l'UI incroyable, et qui ont fait des trucs trop cool. Et en design, on s'est aussi un peu chauffé sur la cinématique. Non, j'en parle parce que c'était vraiment le dernier truc. On a rendu le truc, genre, on a fini la veille, je crois. Et il y avait tout un enjeu de mêler, enfin, peut-être c'est de la 3D avec un shader sur Blender, qui fait un effet gravure. Et du coup, on a eu tout ce truc un peu de compositing après sur After. Et donc, si tu passes à la slide suivante, du coup, avec voilà, Ronan, on avait travaillé sur différents plans et on a fait un shader. Donc, on a parti d'un shader d'un tuto de Océane Quigley, j'espère que je prononce bien le nom de la personne qui a fait un tuto sur cet effet un peu de gravure sur YouTube. Et donc, on se l'est approprié et on l'a un peu modifié pour essayer d'avoir les teintes qu'on voulait. Et après, on a rechangé sur After Effects par la suite. Mais voilà, donc nous aussi on s'amuse à faire des shaders, un peu moins impressionnant, mais voilà. Vous avez fait un travail de dingue sur cette cinématique et je pense que ça fait vraiment partie beaucoup de l'expérience et de comment on s'immerge à l'intérieur. Plus la voix off, incroyable. Plus la voix. Ouais, la voix. Ouais, on l'avait vraiment gardé à la fin. Enfin, moi, je me souviens de justement notre coordinateur, parce qu'on lui a fait des présentations un peu blanches, et à chaque fois on avait la vieille cinématique de démo trop moche. Et quand il l'a vu en vrai, il m'a fait un petit peu, oui, ok. Vous avez pris du temps à la sortir, mais c'est bien. Ok. Parce que du coup, il y a eu toute un storyboard de cette cinématique qui a été réalisé assez tôt. Ok. Et si je me trompe pas. Pour bien trouver un sujet. Voilà, vraiment avoir une idée, parce que en fait, c'est le début de la narration, c'est comme ça qu'on se lance dedans, donc c'était juste une pierre angulaire du projet, quoi. L'onboarding. Ok. Ok, ouais, non, mais c'est très très cool. C'est très très cool en fait je trouve quand tous les métiers comme ça apportent leur petite pierre à l'édifice et tu te rends compte en fait que c'est un ensemble de choses finalement et un ensemble de métiers qui sont intrinsèquement liés et surtout qui à l'arrivée font des résultats assez incroyables puisque voilà, là je trouve que ce projet est pour le coup ultra complet en fait, hein. On voit du motion, on voit de la 3D, on voit du Houdini, enfin plein de soft 3D dérivés. On voit aussi du front, hein, donc il y a enfin du front pur, je dirais 2D. Il y a vraiment beaucoup de je trouve vraiment qu'il est très complet ce projet là et c'est en ça que je le trouve ultra intéressant. Je peux montrer rapidement, mais en fait c'est quelque chose qu'on voit tout au long du projet et qui malheureusement passe un peu inaperçu, parce que quand tu fais du WebGL sur une XP, quand tu fais de l'immersif, ce qu'on regarde c'est la 3D, c'est les effets, etc. Mais il y a toute la partie UI qui a été réalisée du coup par Juliette, qui a fait un travail monstre. Personnellement, je qualifierais ça d'ingrat parce que c'est beaucoup de travail sur la quantité, mais elle a passé du bon temps à le faire. Mais c'est un travail sur la quantité, sur toute la quantité d'UI qu'il y avait, les SVG, avoir quelque chose qui soit vraiment fidèle à ce que les designers avaient créé. L'UI est vraiment en quantité assez monstre, des SVG dans tous les sens. Donc Juliette a intégré tout ça. Malheureusement, elle peut pas parler de son travail comme Voilà, je le ferais aujourd'hui. Mais voilà, tous ces éléments-là de loading, de loader, c'est des choses qui font vraiment beaucoup de la gueule du projet, en fait. Et voilà, j'en ai pas parlé énormément, mais il y a eu un travail phénoménal sur l'optimisation des SVG, vu la qualité des illustrations. Il y a Juliette qui a passé beaucoup de temps à trouver des petites astuces pour éviter toute friction avec lui. Et voilà, elle a passé un temps monstre à le faire et je voulais encore souligner ça parce que sans elle, en fait, l'expérience... Donc, dédicace à Juliette pour terminer cette interview.